toujours Ben Ippal et les débuts de l'idéologie impériale assyrienne. Ah bonjour chers spectateurs, je pensais justement à vous. Connaissez-vous l'histoire de Nominoé, ce seigneur breton devenu, selon certains historiens du 19e siècle, le premier roi de Bretagne? Eh oui, pendant un temps assez éphémère, la Bretagne fut un royaume indépendant. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est normal puisqu'elle n'est pas souvent racontée et pourtant elle nous servira d'exemple pour comprendre le déclin de l'Empire carolingien et le début du système féodal, ce système politique caractéristique du Moyen-Âge. Allez, générique. Avant toute chose, pour commencer l'histoire du royaume de Bretagne, il nous faut revenir et nous balader dans le contexte politique et géopolitique de l'Empire carolingien, c'est-à-dire le 9e siècle. En 800 après Jésus-Christ, l'Europe occidentale est dominée par l'Empire carolingien. Le pouvoir impérial est centralisé dans la capitale d'Aix-la-Chapelle. Et pour pouvoir gouverner les provinces, l'empereur nomme des comtes et des ducs. Il s'agit de missis imperatori, qui ont comme fonction de représenter l'empereur dans les provinces conquises. Notez un élément important pour comprendre la suite de la vidéo. À ce moment-là de l'histoire, les titres de comte et de duc ne sont pas encore héréditaires. Il s'agit de fonctions octroyées par l'empereur qui est l'autorité suprême de tout l'Empire. Nominoé commence sa carrière politique en tant que comte de Vannes, au sud de la Bretagne. Et il est tellement efficace dans son travail pour réprimer les rébellions bretonnes que l'empereur Louis le Pieux décide de le faire passer à l'étape supérieure en lui octroyant le titre de duc de Bretagne, c'est-à-dire le chef de toute la région. La Bretagne a toujours été une région plutôt instable pour le pouvoir carolingien, du fait de rébellions assez régulières. Charlemagne avait déjà nommé son meilleur chevalier, son neveu Roland, duc de la province, pour mater les rébellions. Il s'agit du héros de la chanson de Roland, donc vous voyez, c'est pas n'importe qui non plus. Louis le Pieux se dit qu'en nommant un duc de Bretagne issu du peuple breton, ces derniers vont se fédérer autour de ce chef et ainsi assurer à l'empereur la fidélité de la province. Nominoé va assurer fidèlement cette mission que lui a octroyée l'empereur. Mais les choses vont changer en 840 à la mort de Louis le Pieux. À la mort de Louis le Pieux en 840, l'Empire carolingien est partagé entre ses trois fils. Lothaire, l'aîné, hérite du cœur de l'Empire tandis que les deux Francies, orientales et occidentales, reviennent à ses deux frères, Louis et Charles. Le titre impérial ne revient cependant qu'à Lothaire, qui conteste ce partage et compte reconquérir l'Empire contre ses frères. Lothaire va commencer ses conquêtes en attaquant son demi-frère Charles, dit le Chauve, qui a hérité de toute la partie ouest de l'Empire, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque la Francie occidentale. Sauf que Charles, il est un peu préoccupé par une autre menace qui, elle, vient du nord. Et oui, les années 840, c'est le début des invasions vikings qui affolent toute l'Europe occidentale et qui ravagent tout sur leur passage, de l'Écosse jusqu'à l'Aquitaine. Donc vous imaginez que Charles le Chauve, il est un peu surmené à ce moment-là. Nominoé est alors sous l'autorité de Charles le Chauve, mais il va profiter que ce dernier soit attaqué par Lothaire et par les Vikings pour se rebeller et prendre son indépendance. Les historiens du 19e siècle ont un petit peu romancé l'histoire en disant que Nominoé était inspiré par un sentiment national breton. C'est beau, mais on peut en douter.
car on constate finalement que c'était un mouvement général parmi les missis imperatori. Je vous explique. À partir du règne de Charles le Chauve, nombreux sont les comtes et les ducs de Francie occidentale qui souhaitent s'émanciper du pouvoir impérial en réclamant qu'une charge, un titre, soit une propriété familiale. Souvenez-vous, à la base, les titres de comte et de duc sont octroyés par l'empereur. Maintenant, certains seigneurs demandent à ce qu'ils soient héréditaires. En 845, Nominoé parvint à vaincre l'armée de Charles le Chauve. Les écrits de l'époque expliquent la victoire de Nominoé par la non-connaissance du terrain de la part des Francs. Selon les premières annales de Fontenelle, les Francs engagèrent le combat avec les Bretons. Aidés par la difficulté de lieu et les terrains marécageux, les Bretons se révèlent les meilleurs. Faut dire aussi que le contexte n'est pas très favorable pour Charles le Chauve. Voilà plusieurs années qu'il est occupé entre d'un côté son frère et de l'autre les invasions vikings. Il doit repousser tout ce beau monde. Et en 845, les Vikings ont même attaqué Paris. Et Charles le Chauve n'a pu s'en débarrasser qu'en échange d'une rançon. Mais enfin, je vais pas vous retenir de force, moi. Si vous voulez vous barrer, faites ce que vous voulez. Non, je dis pas que je veux plus être roi, mais au bout d'un moment, reconnaissez que ça fait beaucoup pour un seul homme. J'ai le frangin qui pète les plombs, j'ai les mecs du Nord, je sais même pas d'où ils viennent, mais bon, après tout, pourquoi pas, ils viennent, ils ravagent tout sur leur passage, j'ai les ducs d'Aquitaine et de Bretagne qui demandent leur indépendance, je suis obligé de porter un casque pour pas qu'on m'appelle le Chauve, parce que ça commence à bien faire. Non, mais enfin, au bout d'un moment, admettez que ça fait beaucoup pour un seul homme, moi. Je sature, je suis humain aussi. J'aurais dû être roi de Byzance, c'est beaucoup plus calme. C'est pas faux. Après sa bataille contre Charles le Chauve en 845, Nominoé est plutôt émancipé du pouvoir impérial. Mais il n'est pas roi, même si c'est tout comme. Ce titre reviendra officiellement à son fils Érispoé en 851 après une seconde bataille contre Charles le Chauve. En 850, Charles le Chauve compte bien prendre sa revanche et reconquérir la Bretagne. Mais Érispoé, le nouveau roi, va lui infliger une autre raclée monumentale. Du coup, Charles est un peu contraint de devoir accepter à ce que Érispoé porte une couronne d'or, c'est-à-dire qu'il lui reconnaît officiellement un titre royal. Érispoé est donc officiellement le premier roi de Bretagne. Mais il faut nuancer un petit peu la situation. Érispoé sait parfaitement qu'il ne pourra pas éternellement s'opposer à l'armée carolingienne et aux Vikings de l'autre côté. Alors, en échange de la couronne, il va jurer fidélité à Charles le Chauve. Mais ce serment de fidélité sera très mal perçu dans l'entourage d'Érispoé. À quoi bon avoir une couronne royale si c'est pour jurer fidélité à un autre roi? Érispoé sera assassiné en 857 par son cousin Salomon, qui prendra à son tour le titre de roi de Bretagne. Grâce à un jeu diplomatique mêlant alliance et trahison envers le pouvoir carolingien, Salomon conduisit le royaume de Bretagne à son apogée. Ce royaume s'étendait alors du Finistère jusqu'au pays nantais, en passant par l'Armorique, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine ou encore une partie de la Normandie. Mais qui dit apogée sous-entend un déclin. Salomon fut à son tour assassiné en 874 et les seigneurs bretons ne se mirent jamais d'accord sur sa succession. Ils se firent plutôt la guerre pour savoir qui prendrait sa place. Cette guerre civile déchira la région qui devint une proie facile pour les Vikings. Au début du Xe siècle, les incursions vikings continuaient de déstabiliser les pouvoirs en place. En 919, Nantes est envahie par le chef viking Ragenold. Certains chefs vikings mirent un terme à leur pillage en échange de terres. Ainsi, en 911, Charles III, dit le Simple, octroie au chef viking Rollon des terres à l'ouest et au nord de la Bretagne. C'est la naissance du duché de Normandie. Au final, l'épisode du royaume de Bretagne fut assez éphémère, à peine 25 ans. Au Xe siècle, la Bretagne redevient un duché inféodé au royaume de France. Les ducs de Bretagne qui se succédèrent devaient prêter serment de fidélité au roi de France. Mais ce serment était purement symbolique, puisque le roi n'avait finalement aucun pouvoir concret sur la région.
Mais ce n'est pas une fatalité puisque les rois de France vont se succéder et reprendre en main leur pouvoir. Les règnes de Philippe Auguste, Louis IX ou Philippe le Bel sont des marqueurs de la réaffirmation du pouvoir royal. Mais ça, c'est une autre histoire.